Bonsoir à toutes et à tous, on est sur Mediapart pour le Black Bloc et on est à Reims. L'ambiance de malade. Ça va Reims? Ouais, on est très heureux d'être là, on est très heureux d'être à Reims. Reims quoi, le champagne, tout ça, la veuve Clicquot, Bernard Arnault. Vous aimez Bernard? Ah là, putain, il va tous vous racheter, il va vous dissoudre si vous continuez. On est à la Petite Halle, qui est un tiers-lieu porté par la société coopérative Le Bloc, qui nous accueille. On peut les applaudir, merci pour cet accueil. Alors, ouais. Un tiers-lieu à Reims, on est dans une ZAD, clairement. Sur l'échelle de Reims, je dois le dire. Je dis pas que Reims est de droite. Non, je ne l'ai pas dit. Mais juste, si tu vas à la Biocop, t'es fiché S, ici, je pense. Voilà. Mediapart à Reims, d'ailleurs, c'est l'équivalent de Valeurs Actuelles à Kaboul. Bref, je m'égare. Bernard Arnault n'est pas là. Figurez-vous qu'il n'accepte pas de parler à Mediapart. J'ai vu ça sur Mediapart. Donc, il ne sera pas avec nous, mais j'ai des meilleurs invités, donc on s'en fout. Je vous demande d'applaudir bien fort Noam Sainceau, Clémentine Autain, Julien Théodorescu. Donc bienvenue dans Black Bloc. Je vous rappelle l'idée. Donc on demande dans cette émission, enfin je demande en l'occurrence aux humoristes ce qui les politise, ce qui les conscientise, et aux militants, aux politiques, aux activistes, ce qui les fait marrer. Le tout, ça j'insiste là-dessus, en étant le plus nuancé et le plus objectif possible. Attention, non, parce que je vous vois venir. Voilà, donc on est tout à fait neutre, même je dirais, sur la politique du sociopathe Emmanuel Macron. Par exemple, voilà, neutralité totale, et de ses sbires proto-fascistes, Darmanin et Retailleau. Ça vous va comme ça ? On part comme ça, très bien. Donc merci à vous trois, évidemment, merci d'être là. Bienvenue sur Mediapart. Alors moi, je bosse pas au pôle enquête, donc j'ai pas de dossier sur vous, je ne suis pas Fabrice Arfi, mais est-ce que vous avez bien payé vos impôts quand même ? Clémentine ? Ce silence en dit beaucoup trop long. Je pensais pas qu'on allait commencer par un scoop. Bon, écoute, ne réponds pas. Je vais commencer les présentations. Julien, tu es avec nous. Julien, tu es membre de la LDH. La LDH à Reims. Première question, les droits de l'homme, est-ce qu'on en a pas un peu marre, quoi ? J'écoute beaucoup CNews, oui, je préfère te prévenir. L'actualité veut que, effet, les droits de l'homme sont aujourd'hui menacés tout le temps, au quotidien. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important que des associations comme la Ligue des droits de l'homme et tant d'autres existent pour les défendre, parce que, en effet, on a envie de se dire, en vue de l'actualité, de tout ce qui se passe, où sont les droits de l'homme, en fait ? On en vient à se poser la question réellement, pour le coup. Et alors, quelles sont les actions de la LDH ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? On est toujours présent lors des mobilisations, qu'elles soient syndicales, politiques, contre des projets de loi qui peuvent être liberticides. Pour le coup, on est toujours présent. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Pour le coup, on commence à être habitué avec le gouvernement Macron et même les précédents, pour le coup. Donc on est toujours présent aux côtés des associations, des syndicats, pour mener cette lutte au quotidien. Au sein de la section de Reims, on mène plusieurs actions, que ce soit d'éducation populaire. Dans les écoles, on fait des interventions scolaires. Tous les ans, on organise un festival qui s'appelle le Festival du film antifasciste, qui met en avant des réalisateurs, des films, des projets, et aussi tout un tas d'associations qui mènent un combat antifasciste tout au long de l'année. Et comment tu as vécu ces derniers temps les attaques contre la LDH ? Parce qu'il y en a eu de toutes parts. Alors ça vient souvent des prises de position que vous avez sur le conflit israélo-palestinien, où vous vous faites taxer d'antisémite. Mais bon, ça je dirais maintenant c'est un petit peu malheureusement monnaie courante. Comment toi tu as vécu ça de l'intérieur ? Nous, de l'intérieur, localement pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça ressenti, puisque à Reims, on a la chance d'avoir aussi une population qui est consciente de tout ça, qui est consciente de ce qui se passe. On a des mobilisations en soutien au peuple palestinien qui ont lieu toutes les semaines, quasiment à Reims, où il y a du monde, parfois un peu moins, parfois un peu plus, un petit peu comme partout en France, je pense. Mais pour le coup, c'est compliqué à prendre parce que moi, personnellement, d'un point de vue purement personnel, je suis militant pour les droits de l'homme depuis maintenant de très nombreuses années. Et alors que tu es jeune ? Alors que je suis jeune. À quel âge ? J'ai 28 ans. Ok. Mais ça fait quand même maintenant quelques temps. Ouais. Et là, on me dit, non, mais à la Ligue des droits de l'homme, vous êtes des antisémites, etc. Ah bon ? Bon, on va discuter, assieds-toi, et puis on va reprendre les choses depuis le début. Et en discutant, ça passe ?
Pas du tout. Voilà. J'avais le pressentiment. Hein. Je suis là pour poser les questions, tu comprends bien. Mais c'est pas facile et on lâche rien. Et en autre action qu'on mène, nous, annuellement à la Ligue des droits de l'homme à Reims, c'est qu'on organise les commémorations pour la Nuit de Cristal au mois de novembre et pour la Journée internationale antifasciste et contre l'antisémitisme. Bon, merci, on va revenir à tout ça évidemment, Julien. On va passer à toi, Noam. Noam Cinsault, t'es là. Coucou Noam, t'es là. T'es humoriste, tu fais partie de la nouvelle scène stand-up et tu cartonnes en ce moment, on peut le dire. Tu joues ton spectacle qui s'appelle Makoumé Superstar à Paris, un petit peu partout en France métropolitaine, mais pas que. Tu viens de Martinique et t'en parles dans ton spectacle d'ailleurs. On va regarder un petit extrait que j'ai sélectionné. J'ai quitté la Martinique après le bac, tu sais, parce que j'en avais marre de l'homophobie. Du coup, je suis venu ici goûter au racisme. Vraiment, je suis venu ici. Et moi, quand je suis arrivé ici, on m'a beaucoup posé des questions. On m'a dit, mais comment tu vas faire, Noam, pour t'adapter à Paris, la météo, prendre le RER. Et le plus dur pour les Antillais, ce n'est pas de prendre le RER, les amis, c'est de prononcer RER. RER. Les Antillais disent RER. On n'a rien compris. Franchement, c'était dur au début, franchement. J'ai longtemps pris le bus, les amis. Longtemps pris le bus, ça y est. Parce qu'il faut savoir que nous, dans le créole, le R n'existe pas. C'est en fait, comme en français, il y a des lettres comme ça. Par exemple, le H est muet, nous, le R est fatigué. D'accord? Donc, on peut être là énervé. On est en mode, où est le R? On dirait que on peut t'applaudir. Alors, le même sketch par Michel Leb, rien à voir du tout. On dirait que t'étais un peu gêné de te regarder. Tu te regardes jamais? Je me regarde tout le temps. Ah, voilà. Mais en secret. Là, je suis obligé de le faire devant tout le public. Et j'aime faire penser que je ne suis pas narcissique, mais c'est le cas. C'est raté. Voilà. Tu dis, j'en avais marre de l'homophobie, je suis venu ici goûter au racisme. Est-ce qu'en métropole, t'as pas eu le racisme et l'homophobie? J'ai tout eu. Ouais, c'est ça, c'est la totale. J'ai tout eu, mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, partout où j'irais, il faudrait qu'on se batte pour plein de choses et il faut le faire de manière intersectionnelle. J'étais persuadé qu'en fait, en Martinique, j'allais devoir combattre que l'homophobie et qu'en arrivant ici, j'allais devoir combattre que le racisme, alors qu'en fait, pas du tout, on retrouve de tout partout. Et du coup, j'essaie de mener un peu ce combat. Enfin, je fais des blagues, hein, donc. Oui, bien sûr. Mais j'essaie de mener ce combat à mon niveau. Tous les côtés. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de combat et en même temps tu fais des blagues. Oui. Mais parce que tu représentes et parce que tu dis, tu as quand même l'impression d'être obligé de... Oui, parce que déjà je ne sais pas me battre, donc je fais des blagues. Et surtout, j'ai le même problème. Je le vois. On devrait apprendre quand même à se battre à un moment donné, mais ok. Non, je suis trop belle pour me battre. Moi, j'ai pas ce problème. Je ne commenterai pas. C'est pas vrai, tu es très beau, Guillaume. Enchaînons. Donc, mais derrière, c'est un combat. Enfin, tu utilises le mot combat, bien évidemment. Oui, j'utilise le mot combat parce qu'en réalité, c'est ce que je vis. Et puis, je le tourne en dérision via l'humour parce que c'est ce que je fais de mieux, je pense. Mais c'est vrai que juste mon identité est politique. Le fait d'être noir, PD, et d'être aussi... parce que c'est pas comme si j'étais homosexuel et que ça ne se voyait pas. Je pense que... Moi, j'ai même pas vu que t'étais noir. Alors, c'est pour te dire à quel point je suis woke. C'est Mediapart, tu sais, on voit pas les couleurs. On voit pas les couleurs ici. Donc voilà, donc je n'avais pas le choix. Il fallait que je puisse contre-attaquer intelligemment à tout ce que je pouvais vivre au quotidien et aussi faire en sorte faire avancer les luttes dont je suis concerné, pas que d'ailleurs. Ton spectacle s'appelle Makoumé Superstar. Makoumé, tu peux nous dire ce que ça veut dire? Makoumé, ça signifie PD en créole, langue maternelle, et Superstar, ça signifie Noam Cinsault, Guillaume, si tu as besoin de... Ah, yes. Je l'avais pas, celui-là, j'avoue. Mais oui, Makoumé, ça signifie PD, parce que du coup, dans mon spectacle... C'est une insulte, quoi. C'est une insulte, comme le mot PD que j'utilise aussi beaucoup dans le spectacle, parce que je fais ce qu'on appelle le retournement du stigmate, que je pense que tout le monde connaît, mais je trouve ça... Ah non, tu peux nous... Enfin, tout le monde ici peut-être, mais tu peux nous expliquer le principe? Bien sûr. Retournement du stigmate, c'est une technique de sociologie qui consiste à prendre une insulte, retirer la charge négative du mot pour en faire quelque chose de flamboyant. C'est ce que Aimé Césaire, Senghor et Damas, mais vous ne savez pas parce que vous êtes raciste. C'est ce qu'ils ont fait avec la négritude, et pour que les Noirs puissent la réapproprier. Et c'est ce que Gérald Darmanin fait avec le mot Gérald Darmanin. D'ailleurs,
Mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Non, ça fonctionne pas de ouf. Et tu fais pas que des blagues, parce que tu fais aussi du voguing. Yes, je Alors, danse. ouais, ça, on va avoir besoin d'explications. J'ai pas dit que c'était un public de vieux, hein, mais moi-même, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est le voguing? Le Tu peux voguing, nous c'est expliquer un mouvement culturel et politique qui vient des États-Unis par les femmes trans et les drag queens noires et latinas des années 70 pour pouvoir contre-attaquer les LGBTQIA plus phobie qui existait dans la société, mais également pour contre-attaquer le racisme qu'il y avait dans la communauté LGBTQIA+. Et du coup, ils ont créé une scène un peu qui s'inspire du magazine Vogue, le nom. Et en fait, on reprend... Il y a plein de catégories différentes, mais ceux qu'on connaît tous, la majorité des gens, c'est la danse Vogue Femme. Et c'est un mouvement où, en fait, tu as des homosexuels et des personnes LGBT qui se jettent au sol tels des serpillères et qui se relèvent avec flamboyance. Et c'est magnifique, le voguing. Ah ouais, d'accord, Ouais, ok. c'est magnifique. Donc c'est un type de danse, on peut dire, enfin, au croisement de... C'est au croisement de plein d'arts de pratiques différents. T'as de la danse, t'as du modeling, t'as de juste montrer que t'es beau et que, voilà, you that bitch. C'est un truc de flamboyance en fait. C'est juste Ok, faut de la flamboyance. la clé du voguing, c'est d'avoir confiance en soi en fait. C'est ça. Ok, Clémentine, tu connaissais le voguing? Non. Non. C'est dommage, j'allais te demander une démonstration de voguing. Je peux faire d'autres trucs. Hein. Ah, la soirée ne fait que commencer, Clémentine. Clémentine, on va passer à toi, ta présentation, même si quand même beaucoup de gens te connaissent maintenant. Tu es députée, alors NFP. Totalement NFP. Totalement NFP, anciennement LFI, mais on va pas revenir là-dessus parce qu'on a envie de passer une bonne soirée justement. On pourrait rigoler. Hein. On pourrait rigoler, ouais, il y aurait des choses à dire, mais ce serait peut-être dans une autre émission. J'ai quand même été virée d'une organisation à laquelle j'ai pas pu adhérer. Toi, par exemple, ça c'est Donc drôle. tu veux en parler, d'accord. Non, mec, Juste pour dire qu'on pouvait aussi en rire. c'est vrai que c'est ironique, oui, c'est ironique. C'est vrai que tu as été viré alors que tu étais... Bah oui, il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion. Par contre, j'ai reçu un mail de Ah oui, d'exclusion. Bon, enfin bref, chapitre suivant. Non, ça m'intéresse d'un coup, là. Bah, en tant que solidarité avec les gens qui se font virer, tu vois, je veux dire... Bon. Comment tu vis cette fantastique période démocratique aux premières loges, puisque voilà, t'es député, tu vois un petit peu ce qui se passe même en coulisses. Est-ce qu'il y a du désespoir? Est-ce qu'il y a de la résignation? Je pense que le plus important, c'est de ne pas s'habituer. Oui. Un peu comme les violences aussi et la pénalisation des mobilisations sociales. C'est-à-dire qu'il y a un effet de choc, c'est la stratégie du choc bien connue qui a été démontrée, développée par Naomi Klein. Et j'ai l'impression qu'on la vit là en ce moment sur la question démocratique, où on est passé d'une dépression politique à une crise de régime. Et il y a un effet de sidération dans la population. Je veux dire, un président de la République qui décide d'une dissolution et le résultat ne lui convient pas, donc il continue à faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection. C'est assez sidérant. Mais Ça oui, regarde, les gens sont sidérés. Hein. Ah, il l'était déjà un petit peu avant, mais... Mais c'est proprement sidérant. Et il continue, et donc ça marche pas. Et comme dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'on va avoir un résultat différent. Et lui, il recommence. Et donc, Barnier, ça marche pas, on va prendre Bayrou. Et toi, alors, comment en tant que député, est-ce que tu te dis, je ne sers plus à rien? Est-ce que tu as envie de te barrer? Est-ce que tu as envie de griffer des gens au visage? Non, après... Comment tu gères ça? Il y a des moments qui sont des moments difficiles, parce qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre le problème. Mais ce qui est le plus douloureux, c'est l'état de la gauche. C'est-à-dire qu'on a un vent fasciste mondial, avec la Trump intronisé président de la République aux États-Unis, pas de la République, président des États-Unis, pardon. Président des États-Unis, on a un paysage international qui est très très flippant, et en France, Marine Le Pen qui avance chaque jour un peu plus, et d'ailleurs la manière dont a été couvert la mort de Jean-Marie Le Pen m'a glacée, mais littéralement glacée. Toute une semaine à passer devant les kiosques de Paris Match avec la tête de Jean-Marie Le Pen flamboyant et des commentaires très élogieux. Jusqu'à François Bayrou qui parle de combat. Exactement. D'un seul coup, il est mort, donc on est devant. Et Marine Le Pen qui regrette d'avoir viré Jean-Marie Le Pen du Front National. Donc on a vraiment une belle... Et tout ça, ça passe, comme dirait l'autre. Ça passe. Ouais. Et pendant ce temps-là, la gauche qui donne une impression de passer son temps à se foutre sur la gueule, de pas être rassemblé, de pas être en ordre de marche face à l'histoire. Est-ce que c'est pas l'histoire de la gauche, finalement, d'être toujours morcelée? Est-ce que la gauche n'avait pas... Alors pour le coup, c'est une question un peu sérieuse, mais est-ce qu'elle n'est pas prise au piège dans la Ve République?
qui nécessite une tête. Oui, c'est vrai que c'est contradictoire avec ce qu'on est. Oui, On voilà. aime bien la diversité. Normalement, on est contre l'hyperprésidentialisme. Donc, effectivement, cette obsession de la représentation par un ne nous convient pas, n'est pas notre histoire. Mais je trouve qu'on devrait en jouer aussi et donner à voir un profil plus choral et accepter ça. Donc, je pense qu'on a plein de manières aujourd'hui d'être au rendez-vous de l'histoire et je suis parfois, ce qui me décourage, c'est pas tant le fascisme qui avance, la Macronie qui devient complètement c'est la déliquescence du bloc bourgeois en fait. C'est ça que ça raconte. Et puis ces milliardaires qui sont en train de nous mettre la main partout, enfin c'est flippant. Je veux dire, on avait Musk, on a maintenant Zuckerberg, Zuckerberg qui parle d'énergie masculine dont on a besoin. C'est vrai qu'on en manque. Hein. Vous le sentiez aussi, hein, cette énergie masculine qui nous fait tant défaut. Je me sens attaqué. Moi, ton sac à main. On l'a invité, mais il n'a pas voulu venir, Zuckerberg. Et est-ce que tu arrives à te marrer quand même là, je parle même au sein de ton c'est pas un métier, mais au sein de ta famille politique. Est-ce que tu arrives quand même à... Non, mais si on rit pas, on tient pas en fait. Oui. On tient pas. C'est pas possible de pas rire. Donc on se marre un peu dans les couloirs de l'Assemblée. On se marre dans les couloirs de l'Assemblée. Alors on a beaucoup ri. Moi j'ai des souvenirs vraiment de très gros fous rires. C'est quoi ta plus Premier grosse quinquennat Macron, vraiment, on était pliés en quatre tout le temps. Parce qu'ils avaient un espèce de discours qu'on découvrait. Maintenant, on est à une lassitude, on connaît leur rhétorique. Mais au début, c'était toujours le truc, fallait libérer les énergies. Et nous, on chantait sous table, libérer, délivrer. La chanson de... Puis mes enfants avaient cet âge plus... Voilà, bon, bref, on a beaucoup ri de de les écouter, raconter toujours les mêmes salades auxquelles ils semblaient croire. Je pensais que tu allais te lancer dans une petite Reine des Neiges, là. Voilà, c'est ça. Ambiance Reine des Neiges. T'as esquivé le voguing, mais bon. Et puis après, c'est vrai qu'on rit moins parce qu'il y a une gravité de la situation, qu'on sent bien que le moment, enfin, il est minuit moins, c'est plus moins le cas. Minuit moins 10, moins 5. Ça donne moins envie de rigoler. Alors, donc on rigole plus dans l'espace intime. Davantage que. C'est là où je veux en venir. Parce que... Alors qu'on aurait besoin, parce que ce dont on a. Enfin, je veux dire, une gauche qui rigole pas, une gauche qui est pas joyeuse, une gauche qui est pas entraînante, une gauche qui est pas celle du plaisir, peut pas être une gauche qui gagne. Oui, mais on n'est pas là pour parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors. Je cite à chaque fois, une fois Jean-Luc Mélenchon par émission, juste pour me faire insulter dans les commentaires, parce que sinon, ça me manque. Voilà. On va quand même parler de rigolade avec toi, parce que donc, je rappelle le principe, c'est de demander aux politiques notamment ce qui les fait marrer. Et tu m'as répondu. Déjà, tu m'as répondu beaucoup de choses. Alors, je t'ai dit les deux choses qui te font le plus marrer. Tu m'as répondu... T'arrivais pas à trouver. Ouais, t'arrivais pas à trouver, mais tu m'as d'abord dit ça. Les tuches. Ouais. Alors, on était un peu sur le cul. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle nous fait, la Clémentine ? Est-ce qu'elle veut se faire passer pour la meuf proche du peuple, populaire, je prépare mon élection Clémentine Autain 2027 ? Eh ben non, t'es vraiment fan des tuches. C'est parce qu'on en a parlé. Ouais, je suis vraiment fan des tuches. Ouais, qu'est-ce qui te fait marrer dans les tuches ? D'abord, ça me fait marrer. Donc, des fois, je sais pas s'il faut réfléchir. Quand ça nous fait marrer, ça moi, me je suis un marrer. intellectuel, hein, tu sais. Donc, moi aussi, mais je pense que justement, l'humour aussi, des fois, de temps en temps, c'est bien de se lâcher. Ça me fait marrer. Okay. Ça me fait marrer. Et puis, il y a j'aime bien les trucs qui me font marrer, qui sont populaires. Un peu culte, qu'on peut partager, comme les chansons. Alors, comme j'ai un côté Télérama aussi, vous inquiétez pas, et les films, machin, qu'on voit. Tu vois, t'es un peu en campagne, là. T'es là, ouais, je suis populaire, mais Télérama aussi. Non, je pense que l'image que je renvoie est davantage une image plus intello et moins tuche, mais la vérité, c'est que j'aime aussi beaucoup les tuches, et que c'est aussi une aventure familiale, les tuches. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. C'est qu'en fait, avec les mômes, ça devient un truc, bon, pendant longtemps, quand on servait des frites, vraiment, j'avais les mômes, j'ai beaucoup d'enfants à la maison. C'était les frites. Eh bien évidemment, c'est voilà, cool. des frites. Et c'est un film. Et puis Samouraï, ça pique. Enfin, voilà, plein de choses comme ça qui nous restent. Et là, le moi, public ça de me fait Mediapart est médusé. C'est pas du tout. Le public de Mediapart n'a peut-être pas vu. Je sais pas si tout le monde a vu les tuches. Hein, il regarde Romer et des trucs comme ça. Non, mais moi, je vois plein de gens autour de moi qui n'ont pas vu les tuches, parce qu'il y a un petit côté aussi, comme des millions de gens ont vu les tuches, on va quand même pas aller voir les tuches. Voilà, c'était ma question d'après, le côté. Ça me gave. Alors c'est aussi un film qui a été accusé,
va dire, de faire du mépris social, du mépris de classe. Eh ben, On se fout de la gueule des pauvres parce que c'est une famille du Nord-Pas-de-Calais, etc., etc. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, quand on regarde les épisodes les uns après les autres, c'est. Est-ce que tu as vu tous les épisodes des Tuches? Ouais, on l'a tous vus. Une fan des Tuches. Et celui qui sort, c'est bientôt. Et je pense que je serai dans la. Ouais, j'aime Mais bien. tu vas finir par choper un rôle dans les Tuches et voilà, c'est ce que je te dis. J'aime bien les Tuches. Donc non, oui, toi, t'es pas du côté de ceux qui pensent évidemment que c'est du mépris de classe, mais plutôt. Non, je pense que c'est pas du mépris de classe, et je pense qu'il y a au contraire plein de choses qui sont dites sur le monde populaire et sur au contraire le mépris à l'égard du monde populaire, et que, notamment celui qui me fait beaucoup rire, c'est quand il devient président de la République. Ça, j'avoue que voilà, il y a plein de scènes qui sont assez drôles par l'absurde, mais ça fait non, au contraire, je trouve ça pas du tout. Moi, je trouve pas du tout que ça renvoie à ça. Eh ben, c'est ton conseil cinéma. Julien, est-ce que tu as vu les Tuches? J'ai vu les Tuches aussi. Et alors? Et moi, ça me fait beaucoup rire également. C'est le masque et la plume d'un coup, cette émission, je sais pas pourquoi. Très bien, oui, ok. Alors, Julien, toi, t'as pas choisi les Tuches quand je t'ai demandé ce que tu Ah, Jean-Paul Rouve, moi j'adore Jean-Paul Rouve. Il est très drôle. On a compris, Clémentine, on l'a bien là. Attaché de presse des Tuches, d'accord. Julien, quand je t'ai demandé toi ce qui te faisait marrer, tu m'as répondu ceci. Tu m'as dit les comparaisons entre OSS 117 et Macron, et je t'avoue que ça marche hyper bien. Donc il y en a plein qui traînent sur Internet. Donc on a Macron qui dit qu'ils viennent me chercher, et OSS 117, donc Jean Dujardin qui dit j'aime me battre, ouais, avec vraiment la même tête, les mêmes mimiques. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a d'autres, on peut les passer. Alors ça c'est OSS 117, mais c'est une phrase de Macron. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Okay. Je le dis avec la voix de OSS 117. Et alors, on a eu envie de s'amuser pour la dernière. On en a sélectionné une et c'est à vous de me dire si c'est OSS 117 ou si c'est Macron. Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner les leçons aux autres. Alors? C'est Macron, ouais, vous connaissez vos classiques. C'était face à un lycéen, je crois, dans une manifestation, qui lui disait Manu, je ne sais pas quoi. Julien, quand tu vois, comme t'en parlais tout à l'heure, la dégradation de toutes les conditions, l'explosion de la précarité, etc., etc. Est-ce que Macron arrive encore à te faire rigoler en tant que personnage? Alors moi, il me fait beaucoup rire. Je suis pas certain que ce soit très volontaire de sa part. Ouais. Mais moi, je trouve que dans sa posture, dans ses paroles, dans ses mimiques, moi, je trouve ça très drôle parce que quelque part, je trouve ça complètement absurde. Il va tenir des propos comme on peut les voir, là, qu'on pourrait complètement racoler à une comédie française. Ouais. Et tout le monde trouve ça normal. Et il est président de la République pour la 2e fois. Et ça a l'air de poser problème à personne. Puisque, si, quand même, si on veut être tout à fait honnête. Non, mais ça nous pose problème. Mais quelque part, aujourd'hui, il arrive à nommer des premiers ministres qui restent tout autant problématiques. Ouais. Et en fait, quelque part, rien ne se passe. Rien ne se passe. Il est complètement absurde, il est complètement méprisant envers la majorité des populations. C'est vrai qu'on dirait un personnage de comédie. On dirait, non, mais pour le coup, quand on voit OSS 117 et quand on voit Emmanuel Macron, on pourrait vraiment croire à un caméo ou à quelque chose. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il s'en rend compte? Je sais pas. Je saurais pas te dire. Non, c'est une question qui me fascine. Je me dis, est-ce qu'il doit quand même avoir des gens qui lui disent dans son entourage, tiens, tout Internet se fout de ta gueule, par exemple, quand il y a un mème comme ça qui circule. Peut-être que c'est un grand fan de Jean Dujardin et de SS 117. Peut-être. Mais Jean Dujardin avait partagé d'ailleurs un mème qui faisait la comparaison. Donc même lui s'en est rendu compte. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, Macron? Non, j'ai jamais rencontré Macron. Est-ce que tu rencontres des politiques un peu avec la LDH justement? Est-ce que tu es amené à rencontrer des politiques au niveau local, on va dire? De temps à autre, localement, quand parfois il y a des personnalités politiques qui peuvent venir à Reims, on peut être amené à venir les interpeller, mais ça reste très rare, hein, parce que c'est pas aussi pour ça que c'est pas le but premier de notre association, c'est pas d'aller à la rencontre des politiques, c'est plutôt d'interpeller quand il y a des projets de loi qui vont passer, par exemple, à l'Assemblée nationale, ou ce genre de choses. On va faire des courriers avec la LDH nationale, ou même les sections, ou même interpeller les citoyennes et les citoyens à faire des courriers aussi pour interpeller les députés. Est-ce que vous mettez de l'humour dans vos courriers ou dans les actions que vous mettez en œuvre? Dans les courriers, pas tant. Dans les actions, on essaye. Ouais. On essaye de mettre un petit peu d'humour. L'humour de la LDH. J'aimerais pas qu'on me pose cette question. Moi non plus, figure-toi. Non, mais vous avez des brainstorming, je sais pas, pour trouver des slogans ou des choses comme ça? Est-ce qu'on se marre un peu à la LDH? On se marre un peu à la LDH, puisque l'actualité veut que ce soit drôle, et puis on partage des valeurs communes.
Et donc oui, on rigole quand même pas mal, mais c'est de l'humour assez triste, puisque c'est Oui, l'actualité bien sûr. qui nous fait rire. Et on aimerait bien parfois ne pas forcément avoir de quoi rire sur ce qui nous fait rire. Mais oui, on rigole bien et on essaie de faire des actions qui sont ludiques et des actions qui sont aussi quelque part récréatives. Ça nous permet, nous, de recruter aussi quelque part, puisqu'il faut d'ailleurs adhérer à la Ligue des droits de l'homme. C'est important. Et abonnez-vous à Mediapart. Aussi. Je l'avais pas Faites les dit deux en encore. même temps. On va faire une offre groupée, on va réfléchir à ça. On va faire un crossover. Et, oui, pardon, je te laisse. Mais du coup, oui, on essaye de faire des actions qui parlent aussi à tout le monde, parce que le but, c'est pas de convaincre les personnes qui sont déjà défenseuses des droits de l'homme, puisque ça, je sais qu'il y en a dans la salle, il y en a ici. On est tous d'accord là-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit plus nombreux aujourd'hui et qu'on soit toutes et tous plus vigilantes, plus vigilants, afin de mener ce combat à bien, puisque le jour où les droits de l'homme auront disparu, ça va être compliqué de les remettre sur le tapis. Vous allez adhérer ? Il y en a un qui va adhérer pour 15, juste derrière toi. Clémentine, on parlait de Macron, tu l'as déjà rencontré, toi, perso ? Pas de souvenir, non. Non, Tu peux le dire dans le micro. pas de souvenir. Pas de souvenir d'Emmanuel Macron. Est-ce que quand tu as des débats comme ça... On n'a pas voulu aller quand il a été élu président de la République. La première fois, il a voulu s'exprimer devant les deux chambres, devant le Parlement. Eh oui. Et on a trouvé que c'était pas possible de faire comme ça. Et ça disait quelque chose de très fort dès le démarrage, en fait. Le roi. C'est-à-dire Ouais. l'exécutif Ouais. qui se comporte en effet comme un roi. Est-ce que l'humour, c'est quelque chose que tu utilises dans les débats que tu as avec Pas tes assez. adversaires politiques? Pas assez. Pas assez. Tu cherches des gens qui t'écrivent des blagues ou des punchlines avant les... Non, c'est vrai que j'ai une petite tendance à garder l'humour, la déconnade, le second degré plus dans ma vie quotidienne, ce qui crée d'ailleurs un décalage. Oui, parce que l'image que tu as, c'est quelqu'un de très sérieux, carré, et c'est Alors que je fais tant mieux. énormément déconner, mais ça se sait pas. Ça se voit pas forcément au premier non, abord. Voilà. C'est pour ça que tu es là Alors, je aujourd'hui. vis avec un homme qui ne pratique très peu le premier degré. Je croyais que tu allais dire l'inverse, très peu l'humour, qui Non, est très chiant. très peu le premier degré, Ah qui a oui, oui, beaucoup de mal avec le premier degré. Et heureusement, enfin, je veux dire, c'est au quotidien, c'est formidable. Et puis, je viens d'une famille où on beaucoup rigolé, beaucoup de second degré. Donc en fait, j'aime la dérision, j'aime l'humour, j'aime la joie, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que je garde davantage dans la sphère dès que ça se coupe. Hop, Prochain débat, reviens, mais je suis plus déconnante. Et quand ça se, il y a un truc un peu sérieux. Prochain débat, des frites, et puis voilà quoi. Très bien. Donc il faut que j'importe davantage. Voilà, peut-être, je sais pas. Moi, je suis pas conseiller de politique, sauf de Philippe Poutou, mais ça n'a pas marché. Noam, toi, t'en rencontres des politiques? Moi Ouais. Toi, il y a qu'à Noam ici. T'as vu, t'as fait un truc de politique, tu t'es laissé le temps de réfléchir. T'as fait moi, écoutez. Arrête de me couper, s'il te plaît. Non, je crois pas que je rencontre des politiques. Non, je ne fais pas ça. Je ne sais pas pourquoi je ferais ça. Ça pourrait, parce que justement, des fois, ils essayent de se rapprocher de certains humoristes pour paraître un peu cool. Oui, mais non. D'accord, non, mais il n'y a pas d'obligation. Hein, je joue devant des politiques parfois. Donc, je les rencontre pas vraiment, mais ils sont là, quoi. Ils sont là. Et en fait, le truc, c'est que je ne les connais pas. Ouais. Donc, en fait, je me rends compte après être monté sur la scène qu'on me dit il y avait ceci. Jordan cela. Bardella au premier rang, et toi, tu n'avais pas vu. C'est vrai, j'ai joué devant toute la famille Le Pen une fois, c'était formidable. Aux obsèques. Ah, mais on a ri. Un moment délicieux. Je ne serais pas en vie. J'ai joué devant beaucoup de représentants de LFI. Ouais. J'ai joué devant, je sais pas pourquoi, mais comme par hasard, j'ai joué à un cabaret qui s'appelait le Cabaret de Poussière à Paris. Et en fait, il y en avait plein. Je sais pas. Comment tu les as reconnus? Ils avaient des... Ils avaient étaient mal des habillés. vêtements de politique. Ils sont des vêtements des politiques. Les politiques, no offense, s'habillent en politique. Je ne pourrais pas te dire quoi. Un costume pour habiter la fonction. Etc. Voilà, exactement. Je ne sais pas pourquoi on pourrait apporter plus de fun dans les vêtements des politiques. Clémentine? Oh, il y a du fun. Là, Non, il y a du fun, il y a de la couleur, il y a du rouge. I love it, Clémentine. I love it. Franchement, ouais. Une petite jupe et tout. Hein. Non, ok. C'est peut-être sexiste ce que je viens de dire. Non, c'est pas. T'as chopé un conseiller vestimentaire. Incroyable. Oui, moi j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. Non. C'est beau ce qui se passe entre les deux, non? C'est quand même très beau. Il y a quelque chose qui se crée, moi j'adore.
Pourquoi je t'ai parlé de Macron et pourquoi je t'ai demandé si tu l'avais rencontré? Parce que quand je t'ai demandé ce qui t'a politisé, on va dire, conscientisé, tu m'as répondu quelque chose en lien avec Emmanuel Macron, et c'est ça. Il y a une ambiance de fou, tout le monde s'est mis à danser là à Reims, incroyable. C'est Fête de la musique à l'Élysée 2018. Exactement. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça? Est-ce que tu t'es dit, ça y est, on a gagné les droits de l'homme, c'est bon, c'était un vieux combat? Non, je me suis dit c'est iconique. Et après, le lendemain de cet événement, je me rappelle de toute l'avalanche qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, même dans les médias, par rapport au fait qu'il y a eu du voguing à l'Élysée, qu'Emmanuel Macron les a reçus. Et il y avait toute une avalanche d'homophobie, et j'étais en mode waouh, en fait oui c'est vrai, je suis homosexuel, oh my god, en France, et il faut faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit, parce que du coup à n'importe quel moment en fait on se prend du harcèlement en masse, et ça m'a vraiment choqué cette période, parce que de base on était juste content d'aller, je sais pas pourquoi on était content d'aller à l'Élysée, vraiment, j'y étais pas, donc oui, moi j'étais pas content. demandé est-ce que tu y étais, mais non, j'y étais pas, c'était mes amis qui étaient. Ok. Et oui, donc ce qui t'a marqué politiquement, on va dire, c'est plus la réaction. C'est la réaction. De la fachosphère, on va dire, pour aller vite. Mais ouais, non, le fait d'être invité à l'Élysée, franchement, j'en ai rien à faire. Ouais. Vraiment, le fait qu'Emmanuel Macron envoie une invitation, c'est pas mon problème du tout. Franchement, de toute façon, je vais le bloquer sur Instagram. Mais il va être triste. Il va être triste, je le sais. Sorry, Manu. Mais la réaction vraiment parce qu'on parle beaucoup des politiques, mais aussi vraiment, on parle beaucoup de la montée de l'extrême droite et des représentants de l'extrême droite. Mais moi, ce à quoi je suis confronté, c'est vraiment les gens en fait qui votent pour ces extrêmes-là, qui font monter ces extrêmes-là, et c'est ce à quoi moi je suis confronté dans mon quotidien, et c'est ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir un peu qu'en réalité il y a vraiment une grande partie de la population, beaucoup de gens de plus en plus qui ont une haine en eux contre d'autres personnes qui ne sont pas comme elles, et moi ça me peine énormément, et je me suis dit qu'en fait il fallait que j'agisse à ma façon. Parce que, encore une fois, je ne sais pas me battre. Et toi, tu le subis, j'imagine, beaucoup sur les réseaux sociaux? Dans les commentaires, tu as encore de... Oui, je reçois énormément de commentaires de haine. Mais après, parfois, c'est assez drôle, hein, parce que les commentaires sont assez... J'ai reçu un commentaire récemment, on me souhaitait de mourir dans une grêle de bites. J'ai vu que tu en as fait une vidéo. C'est un rêve secret. Je suis tout de suite sorti dehors sans parapluie en espérant. Non. C'est vrai que c'est des insultes qui en disent plus long sur la personne qui insulte. Oui, Sharon, mais en fait, d'où tu as cette idée? À quel moment, genre, même moi, genre, je me permets pas ce genre de désir, quoi, mais... Non, mais... T'as mis putain, bonne idée, écoute, en fait. Finalement, il me donne de nouvelles clés comme ça et tout, j'adore. Des nouveaux kinks. C'est beau. Avant de continuer avec vous trois, j'avais envie de vous montrer ma séquence humoristique à moi, ce qui m'a fait le plus marrer ces dernières semaines, puis après on en discute, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets, ou alors on peut repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça, je ne dis pas que j'ai déjà travaillé 2 ans au ministère de l'Éducation nationale, qu'évidemment, en étant 5 ans ministre, j'ai suivi tous les sujets qui ont été portés au sein de l'Éducation nationale. C'est pour ça que cette phrase étonne. Et que j'ai été... Non, je veux dire, je ne suis pas Jean-Michel Blanquer. Une belle info. Beaucoup de choses dans cette séquence quand même. Ça va les profs? Il y a des profs là? Je me doutais. Ouais. Ça va? Ça se passe bien quand même? T'es là. À quel moment on en est arrivé là, Clémentine, toi qui es dans la politique depuis un bon moment? Est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement à un point où ils assument à ce niveau-là d'être nuls? Et est-ce que c'est pas le climax de la sincérité finalement? De dire désolé, mais en fait nous on est nuls hein. Ouais, ça, là, on atteint un niveau de consternation. Oui, ça, tu mets ça dans un film, tu fais une caricature de politique, les gens te disent c'est trop, ils sont quand même pas à ce niveau-là. Donc toi, mais quand tu vois ça, on a envie de voir la suite parce que Blanquer et donc.
Oui, non, elle dit, je sais plus quelle est la suite, mais elle dit, je suis pas Jean-Michel Blanquer. Après, elle cite trois autres ministres. Ça veut dire quoi? Je suis pas Jean-Michel Blanquer. Alors, est-ce qu'elle considère que Jean-Michel Blanquer a été un bon ministre et qu'elle c'est ça, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu. Ouais. Ça demanderait on peut de pas faire l'analyse. pire. Ouais, c'est ça de l'analyse. Je suis d'accord que j'ai pas poussé la chose, ça m'a juste fait beaucoup rigoler. Moi, chez la Macronie, surtout ce qui sidère, c'est à la fois le vide, souvent, de ce qui est dit, et aussi certains cynismes qui fait qu'ils peuvent dire tout, n'importe quoi. Enfin, je rappelle quand même que le président de la République a fait un livre avant d'être élu qui s'appelait Révolution. Oui. Et que les mots les mots n'ont plus aucun sens, ils racontent n'importe quoi et ça passe. Comme tu disais tout à l'heure, ça passe. Et ça, ça passe, ça écœure, ça dégoûte. La cote de popularité fond comme neige au soleil, et en même temps, ils sont toujours là parce que la Ve République le leur permet, et parce qu'aussi la menace en fait fasciste le leur permet. Je veux dire, c'est par deux fois, Macron a été élu parce qu'une majorité de Français ne voulait pas de l'extrême droite, et la dernière fois encore, alors que les sondages prédisaient Bardella et compagnie, Le Pen très haut, n'ont pas réussi. Leur pari à la hauteur de ce qui était attendu. Donc il y a quand même des ressorts dans notre pays très forts pour éviter ce fascisme. Et donc je ne crois pas qu'il y ait une adhésion en fait à ce bloc central, mais il est là. Mais il est là par un fait institutionnel. C'est ça qui est incroyable. Et par un rejet en tout cas une difficulté à dégager une majorité pour l'extrême droite. Et nous, à gauche, il faut quand même aussi le dire, une difficulté à aller, à engranger, à créer de l'espérance et à plier le match. On n'y est pas encore. Donc il faut aussi se dire... J'avais constaté qu'on avait encore un petit peu... On n'y est pas. Ouais. Julien, toi tu le constates aussi parce que tu... Pas encore, mais on peut. On peut y arriver plus vite que prévu. Parce que ce qu'a fait le nouveau Front Populaire, personne ne l'avait vu venir. Y compris Macron d'ailleurs. Julien, quand tu disais tout à l'heure que tu envoyais donc l'action de la LDH, qui est évidemment aussi d'envoyer des mails, de sensibiliser les politiques, est-ce que tu as des retours, par exemple, de la Macronie, puisqu'on parlait de la Macronie et de la déconnexion et du fait qu'ils assument? Non, on n'a aucun retour. Aucun retour. Donc, et même par rapport à ce qui peut se passer localement, par exemple, régulièrement, on va dire plusieurs fois par an, on interpelle Arnaud Robinet, qui est le maire de la ville. On interpelle le préfet. De Reims, donc, le maire de Reims, tout à fait. On interpelle le préfet, on interpelle la communauté de communes, etc., par rapport à des événements qui peuvent avoir lieu à Reims. Par exemple, pour rester sur le sujet de l'extrême droite, qui à Reims, mine de rien, est quand même assez présente, avec des groupuscules qui sont pas très fréquentables. Et donc on interpelle à chaque fois les pouvoirs publics pour leur dire attention, on a appris qu'il allait y avoir tel événement, à telle heure, tel endroit, tel jour. Faites quelque chose, puisque on leur explique ce pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus et pourquoi cet événement, on n'a pas forcément envie de le voir à Reims non plus et pourquoi il ne devrait pas se tenir, et rien ne se passe. Jamais. On va avoir des conférences avec des personnes qui sont complotistes, qui vont raconter n'importe quoi à propos de ce qui se passe en France, à propos de ce qui se passe dans le monde. On va avoir des Éric Zemmour qui viennent faire des séances de dédicaces en plein centre-ville. Rien ne se passe. Donc quand c'est comme ça, si les pouvoirs ne font rien, on va se mobiliser, on appelle les personnes à se mobiliser, on participe à des rassemblements, on participe à des manifestations pour venir montrer lors de ces événements que non, vous n'êtes pas les bienvenus ici, puisque le fascisme n'est le bienvenu nulle part, quelque part. Mais c'est quand même assez fou d'être obligé de répéter ça. Et c'est fou. En 2025, ouais. C'est complètement fou. Alors, puisqu'on parlait de fascisme, d'extrême droite et de toutes ces joyeusetés, quand je t'ai demandé une deuxième chose qui te faisait marrer dans la vie, tu m'as répondu ceci. C'est tout le travail du Gorafi sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai qu'ils étaient particulièrement en forme toute la semaine. Alors, on sent qu'ils les avaient stockés depuis un certain temps, qu'ils ont un petit peu eu le temps. Ça, c'est un rapport évidemment, c'est une ref de Jean-Marie Le Pen qui cherche la bagarre dans une manifestation. Europe 1, bien évidemment. Alors, ça pose la fameuse question qu'on s'est posée en tant qu'humoriste et en tant que citoyen, ça en pose une autre, c'est est-ce qu'on peut rire de la mort de quelqu'un et est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de quelqu'un, fût-ce Jean-Marie Le Pen? Alors, on est toujours un peu emmerdé parce qu'on a nos petites pudeurs et donc je comprends. Exactement, et parce que en effet c'est toujours délicat et non, on ne se réjouit pas du décès d'une personne de 96 ans, loin de là. Elle aurait pu partir bien avant, ça aurait été pareil.
Mais pour le coup, c'est surtout ses idées qu'on combat. C'est tous les messages qu'il a été véhiculé. C'est la personne qu'il était aussi quelque part. On parle d'un tortionnaire, on parle de quelqu'un de terrible qui a fait des choses terribles, inimaginables durant sa vie. Et donc non, on ne se réjouit pas de son décès parce que ça ne nous regarde pas. C'est de l'aspect purement privé de sa famille, de ses proches. Mais aujourd'hui, c'est un relais en moins pour ses idées. Et donc nous, on va continuer de se mobiliser pour essayer de combattre ses idées parce qu'on va finir par y arriver. Il n'y a pas de raison. Je reviens à la thématique de l'émission qui est l'humour, évidemment. Est-ce que l'humour, c'est efficace face au fascisme ou est-ce que c'est pas un peu dérisoire ? Non, moi je pense que c'est un outil important, c'est quelque chose d'important. Il faut rire de tout, et il faut aussi rire d'eux parce que ce qu'ils font, les idées qu'ils véhiculent, tout ce qu'ils véhiculent, au fond, ça reste quand même assez amusant. C'est des personnes qui sont complètement hors sol, des personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui se font leur petit film dans leur coin. Et qui vont chercher à véhiculer des idées qui n'ont pas vraiment de sens quelque part. Si on pousse les choses, parfois ils vont parler de chiffres, de statistiques, etc. Si on va les chercher réellement, ils se mettent le doigt dans l'œil complètement. Et donc oui, il faut rire de tout ça, puisqu'aujourd'hui, pour moi c'est toujours... je sais pas comment dire ça, mais moi je trouve ça drôle quand même parfois, ce qu'ils racontent. C'est alarmant, mais c'est quand même marrant. Il y a du grotesque. Ouais. Clémentine, toi qui les côtoies face à face à l'Assemblée nationale, est-ce que tu as vu leur méthode changer ? Maintenant, eux utilisent aussi pas mal l'humour pour communiquer. Est-ce que tu les as vus changer ? Voilà, c'était ma question. Oui, bien sûr. Au fil des années. Bien sûr, sur même plusieurs décennies en fait. Ouais. Bien sûr qu'on les voit évoluer. Et puis bon, la masse, le nombre, Oui. qui impressionne, qui donne aussi un autre profil. Et oui, l'humour, ils l'utilisent également. Alors que en réalité, la liberté d'expression, l'humour véritable, je pense que ce sont des choses qui seraient menacées sous un régime néofasciste. Et c'est ça qui est compliqué à... Bon, on le voit d'ailleurs, ce Bolloré, il a supprimé les guignols de l'info dès qu'il a récupéré Canal+. Donc, ouais. Donc l'humour, évidemment, que c'est quelque chose de très potentiellement subversif et qu'on doit pouvoir... Moi, je pense que pour revenir au débat de tout à l'heure sur Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de quelqu'un ? Je pense qu'aussi ça dépend qui on est. Je veux dire, si vous le faites, c'est pas la même chose que si moi je le fais, en fait. Je pense qu'on n'a pas tous Oui, la exactement... parole porte pas de la même manière. Ouais. Oui, et puis on n'a pas le même rôle, la même place. Et quand on est humoriste, je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça, on peut faire des choses qui sont limites. Alors c'est tout le sujet actuel, transgressif. Ouais. Voilà, c'est toujours la question actuelle, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on peut rire de tout ? Voilà, est-ce qu'on peut rire de tout ? Mais enfin, vous aurez quand même remarqué que c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que le sentiment est donné que c'est la gauche qui pose sans cesse des limites au rire, à la transgression, au plaisir, à la jouissance. Et ça, je pense que c'est aussi un des problèmes qu'on a à régler à gauche, c'est que cette forme d'inversion d'une certaine manière de la sensation, c'est-à-dire c'est ce livre peut-être que dont certains ont entendu parler de Michael Fouessel qui s'appelle Quartier Rouge et dans lequel il raconte ça par le menu et c'est très juste. C'est l'idée que nous, ce dont on parle à gauche, c'est souvent de vous dire faut pas rouler avec vos bagnoles, faites attention à la manière dont vous draguez, attention, fermez votre robinet quand machin. L'impression qu'un discours de gauche, féministe, écologiste, antiraciste, il est au fond moraliste. En tout cas, il va aller chercher du côté de ce que sont vos habitudes, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous amuse. C'est l'histoire du barbecue. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées, alors que l'extrême droite, qui elle en fait est le vrai flicage, la vraie surveillance, la vraie, vous voyez ce que je veux dire, la vraie menace. En fait, va vous empêcher véritablement d'avoir du plaisir parce que c'est par exemple hétéronormé à fond, parce que à l'école on va vous mettre on va revenir à des méthodes qui sont des méthodes autoritaires, parce que, enfin bon, je vais pas vous faire tout le détail de ce qu'est un projet néofasciste, vous le savez, mais je trouve qu'il y a une inversion dans le ressenti, en fait, à échelle de masse, et c'est ça qui déconne. Et c'est ça qui est grave, et c'est ça qui est dangereux. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen de remettre, certainement pas l'église au milieu de... Hein, voilà. La mosquée au milieu du village. Non, qu'est-ce que je raconte, enfin ? Non, mais ça me fait... Ça me fait une super transition. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ça me fait une super transition avec le deuxième extrait de ce qui te fait marrer, parce que justement, ça concerne exactement ce que tu viens de dire. On regarde tout de suite. Non, mais la gauche, il faut que la gauche gagne. Il faut que la gauche gagne. Mais ils ont mis du temps quand même à sortir un programme. Vraiment, ils se sont alliés. Et pendant 3 jours, j'ai l'impression qu'ils étaient là. On est copains, regardez. On est copains, on se donne la main. On est copains, regardez, on se crache pas
dans les yeux. On est copains. Il y avait Marine Le Pen et Jordan Bardella qui étaient en train de poser des bombes sous tous les lieux culturels. On est copains, regardez, on joue à la marelle. Bon, heureusement, maintenant, ils ont un programme politique qui est super inspirant par rapport à toutes les crises qu'on a vécues, etc. Donc, rebaisser l'âge de la retraite, augmenter le SMIC et tout. Et alors, les grosses critiques, c'est oui, mais où est-ce que vous avez trouvé l'argent ? Et en général, c'est les riches qui posent cette question. Et ben, justement. Ouais, Swan Périssé qui parle donc. C'était son spectacle sur les législatives. Elle a fait tout un spectacle qu'elle a écrit en vitesse, puisque personne s'y attendait à cette dissolution. Et ça revient donc à ce que tu disais avant. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a un humour de droite et un humour de gauche ? Oui, probablement. En tout cas, il y a des trucs qui font plus rire les gens de gauche et des trucs qui font plus rire les gens de droite. Donc mais après, on peut rire aussi d'humoristes de droite et inversement. Enfin, qui est l'humoriste de droite qui te fait le plus rire ? De Vos. Ah, tu trouves qu'il était de droite, De Vos ? Je crois qu'il était vraiment de droite. Ouais. Mais est-ce que je sais pas du tout. Tellement un sentiment, je crois que c'était le cas. Est-ce que son humour était politisé ? J'en sais rien, je sais pas. Non, moi j'ai des souvenirs de sketch. Je pense que c'était pas très politisé. Ça me faisait. C'était le sketch par l'absurde. Non, l'absurde, il y avait pas. On ressentait pas de dimension politique et il me faisait hurler de rire, mais vraiment hurler de rire. Donc on peut rire aussi d'un humour qui est un humour. Puis même des fois, encore une fois, je pense qu'on réfléchit pas toujours quand on rigole, heureusement. Oui. Donc, heureusement pour nous. Mais sinon, en fait, on rit pas vraiment. En fait, il y a des trucs qui peuvent être politiquement super et moi qui m'emmerdent, qui me font pas rire. J'aimerais rire de certains. Je vais pas citer des noms. Non, je vais pas citer des noms, mais il y en a certains dont je devrais rire parce que politiquement ils sont quand même c'est super carré, voilà. Et puis d'autres où c'est peut-être un peu moins carré, mais il me faut vraiment super rigoler. On peut revenir aussi à. Et je voudrais quand même saluer parce que là c'était Swan Périssé. Bien sûr. Et le soir quand j'ai eu des journées méga politiques, chiantes, tout ça, avant de me coucher, je reconnais, souvent je regarde des pastilles d'humoristes et je trouve qu'il y a une jeune génération et c'est beaucoup des femmes aussi. Beaucoup de femmes humoristes aujourd'hui qui me font mourir de rire et je voudrais vraiment leur dire merci parce que ça nous fait un bien de dingue d'avoir cette soupe à plat et on ne tiendrait pas si on n'avait pas tous ces moments où on peut prendre un peu de recul, mettre les choses plus à distance et puis décompresser. Le rire, il nous permet aussi ça, de tenir d'une certaine manière. Mais je voulais justement aborder le sujet, parce que toi, tu as été très tôt sur des combats féministes à l'époque où personne n'en parlait, donc tu as été vraiment en première ligne, et tu as eu toujours... on t'a donné cette image de la féministe, donc forcément chiante. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est quand même un truc dont j'arrive toujours pas à comprendre, parce que quand on connaît l'histoire du féminisme, une de ses spécificités, comme beaucoup d'ailleurs de mouvements d'émancipation, c'est l'humour. Enfin, les féministes n'ont tué personne du côté des oppresseurs, ce qui est quand même c'est rare pour un mouvement d'émancipation. Pas de mort du côté des oppresseurs. On devrait quand même nous en tenir rigueur et dire qu'on est, on est quand même. Est-ce que c'est pas ça le problème ? Probablement. Et deuxièmement, pour l'exemple. Toute l'histoire des mouvements féministes, c'est plein de happenings. Second degré avec des slogans qui sont des slogans plus inconnus que le soldat inconnu, sa femme. Enfin, je veux dire, je sais pas. Moi, je trouve ça drôle. C'est la naissance du mouvement de libération des femmes. Ça commence comme ça. Et en fait, le mouvement féministe avec les pétroleuses, c'est drôle en fait. C'est des mouvements qui sont joyeux, qui sont drôles. Donc pourquoi est-ce qu'on nous met du côté des relous? Des relous. On casse l'ambiance en soirée, avait dit Valeurs Actuelles, c'était la une de Valeurs Actuelles. Exactement. Ouais, le côté... Je connais mes classiques, pardon. Non, mais on est soit des hystériques, soit des mal baisés. C'est des clichés qui en effet tiennent et qui nous rendent pas très drôle. Mais est-ce que ça évolue quand même ? Est-ce que tu notes une évolution peut-être depuis MeToo ou moi, depuis que quand je commençais à être moi, quand j'étais féministe et que j'avais 25 ans, les journalistes, tous les journalistes que je rencontrais, la première question, c'était « Alors, vous avez 25 ans et vous êtes féministe, c'est curieux, mais pourquoi ?» C'est fini, ça. Ouais. Ça n'existe plus. Ça mais aujourd'hui, la majorité des Français se définissent aujourd'hui comme féministes. Donc, on a fait en 25 ans un bond qui est considérable. D'où le backlash. C'est-à-dire que d'ailleurs, on ne comprend pas la situation actuelle si on ne voit pas aussi qu'il y a un retour en arrière, c'est-à-dire un retour de bâton, pour être précis, sur ce mouvement-là. Moi, je trouve au contraire les féministes très drôles.
Oui, bah, tu fais bien de parler de nouvelles scènes. Et les nouvelles scènes, ouais, bien sûr. hyper féministes. Comme Ouais. quoi, on n'est pas obligé de faire des blagues sexistes, racistes pour faire rire les gens. Noam, On peut qu'est-ce que t'en aussi penses, faire toi des trucs là-dessus. Ah, je suis d'accord. Hein. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je trouve, en plus, j'ai commencé le stand-up grâce à des femmes formidables. J'ai commencé le stand-up grâce à Marine Bausson, Tani, Mao, Alicia Sieto, ma Marie. Donc, sans les meufs dans le stand-up, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est elles qui me donnent mes meilleurs conseils. C'est elles qui, même Elisabeth Borne, je la veux comme écrivaine. Enfin, je la veux pour écrire mon prochain spectacle, Guillaume. Vraiment. Donc, non, mais c'est sûr. Et puis, dans tous les cas, comme je disais, moi, quand je fais des blagues, c'est aussi, il y a une dimension aussi féministe dans ce que je dis, parce que je pense que l'homophobie, ça part de la misogynie aussi. Enfin, C'est la même histoire. C'est la même histoire. Donc, tu peux pas lutter contre l'homophobie et puis te dire que parce qu'il y a des homosexuels qui sont perdus et qui sont aussi misogynes, ce que je ne comprends pas, tu vois. Et comme t'as des gays qui sont racistes. Et en fait, je me dis qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas lutter pour un truc sans lutter pour l'autre. En fait, il faut lutter pour everything. Je parle pas anglais, je fais semblant. Et dans le milieu du stand-up, tu as vu les choses évoluer, parce qu'il y a un côté très masculin, performance, où les filles n'avaient pas forcément leur place, où ça d'ailleurs, ça disait des blagues homophobes dans le plus grand des calmes. Est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui ? Est-ce que ça évolue dans le bon sens, on va dire ? Alors, je sais que moi, je suis très nouveau dans le stand-up. Je suis là depuis 4 ans. Et c'est vrai qu'au moment où je suis arrivé, il y avait déjà tout un nouveau souffle féministe queer qui se levait grâce à plein de plateaux, notamment le Comedy Love dont j'ai fait partie avec Tani et Mao, qui a vraiment créé une sorte de scène une fois par mois, la nouvelle scène, pour pouvoir faire jouer des personnes queer, des meufs, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a de plus en plus de plateaux queer et féministes qui se créent partout, à Paris, mais pas que, partout en France. Et je trouve ça ouf, parce que il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Oui, c'est ça. Je sais pas, il y a 10 ans, j'étais pas né, Guillaume, mais il y a des... Et ça cartonne, faut le dire. Et ça cartonne, c'est ça qui est un truc cool. underground. Oui, et c'est vrai que nous, en tant qu'humoristes queer et féministes, on nous fait souvent la remarque que nos sujets sont de niche et qu'on remplira jamais de salles parce que c'est des sujets de niche alors que pas du tout, en fait. Déjà, nos salles sont sold out, en fait. Déjà, pour commencer, respectez-moi. Et ensuite, c'était pas vrai. On parle à plein de gens. C'est comme si, en fait, Mao me dit ça souvent. Enfin, c'est dommage de dire que c'est de niche de parler de la moitié de la population quand on parle des meufs, en fait. C'est quoi être de niche, finalement? Okay. Mao Drama, excusez-moi, Mao Drama. Il a retrouvé en spectacle un peu partout et puis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et Noam, quand je t'ai demandé, on va finir là-dessus, la dernière chose qui t'a politisé, tu m'as répondu ceci. Voilà, la lutte évidemment pour la justice pour Adama Traoré. Tu t'y es intéressé dès le début ou comment tu as... Oui, c'était à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un tweetos. Et du coup, j'étais souvent sur Twitter à... un peu vieux finalement, alors d'accord. Ouais, okay. Attention, hein. L'émission se finira, on se bagarrera dehors, tu vas voir. Ça risque d'être consternant une bagarre entre nous deux. C'est le truc le plus drôle de la soirée. Je pense que c'est ça, il faudra filmer. Mais oui, je sais qu'à ce moment-là, j'étais très très impliqué dans toutes les luttes antiracistes et j'étais encore plus jeune que je ne le suis déjà. Et c'est vrai que ça m'a pris... C'est la première fois que j'allais en manif avec ces manifs-là. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis rendu compte vraiment de l'urgence dans laquelle on se trouvait en France et de la violence qu'il y avait par rapport à plein de choses. Je me suis pris des bombes lacrymo dans les yeux. Et c'est vrai qu'après une des manifs qu'il y a eu là-bas, je suis vraiment rentré chez moi vraiment au bout du bout parce que je me suis dit, en fait, est-ce qu'il reste de l'espoir par rapport à quand on est noir en France, quand on est queer en France? Et ça m'a vraiment remis en question sur plein de choses. Et j'ai pris du temps j'ai quitté Twitter à ce moment-là parce qu'il y avait plein de haine sur Twitter. Et j'ai dû prendre vraiment, je pense, 1 an sans m'impliquer dans toute démarche militante parce que je n'y arrivais plus en fait. Et c'est vraiment le stand-up qui m'a permis de reprendre espoir dans tout ça en me disant qu'en fait je vais prendre l'humour et ça va me mettre un bouclier pour pouvoir faire face à la haine en fait. Du coup en fait maintenant qu'il y a de la haine ça me passe au-dessus parce que genre, je suis plus drôle qu'eux. Tout simplement. Comme quoi, voilà. Comme quoi c'est une manière de reprendre le pouvoir aussi. Est-ce que tu as déjà été victime, toi, de violences policières? Là, tu viens de parler des manifestations, évidemment, même de contrôle aux faciès ou de choses comme ça? Non, justement. Alors, ça, j'en parle depuis peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, comme je suis gay et on me contrôle pas alors que je suis noir. Privilège gay. C'est ça, et je dis tout le temps, en fait, mais contrôlez-moi. Je veux être noir, en fait.
Et je suis mais non. C'est-à-dire que tu vois un mouvement, le policier se dit, monsieur, Mais je suis en mode, allez-y, pardon. De fou. Des contrôleurs m'ont laissé passer alors que je n'avais pas de ticket. Et ça, je trouve ça Même dingue, ça. fabuleux. Ma vie quand même. Hein. C'est l'histoire de ta vie. Tu te fais contrôler. Jamais contrôlé. Mais Jamais. on se demande pourquoi, Clémentine. On se demande pourquoi. Jamais. C'est un scandale. Jamais. Et moi, je dis, mais contrôlez-moi. Je le vois le mec derrière. Mais de fou. Tu sais, j'ai l'impression. Moi, je trouve ça scandaleux, tu vois. Mais ça aussi l'histoire de ma vie. Tu sais, j'ai l'impression que je suis trop noir pour être gay et je suis trop gay pour être noir. Donc, en fait, partout, je suis bloqué. Mais après, je me dis, mais finalement, je suis super belle, donc je peux faire ce que je veux. C'est parfait. On est d'accord, non? Bien sûr. Arrêtez, wesh. Moi, je suis trop blonde, je crois. Quoi? Moi, je suis trop blonde. T'es trop blonde. Julien, tu t'es fait contrôler en tant que mec blanc? Non, pas souvent. C'est fou, on est tous discriminés. C'est fou. Sur ce plateau, personne ne se fait discriminer. On se demande pourquoi. Voilà, on va finir là-dessus. On va lancer à la discrimination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, pendant cette heure. Merci. Noam Sasso, Clémentine Autain, Julien Teodorescu. On va finir, on va faire un petit tour de l'actu de chacun et de chacune. Julien, comment on peut aider la Ligue des droits de l'homme? Et pour nous aider, déjà, vous pouvez, si vous voulez, adhérer en ligne sur Internet, sur le site de la Ligue des droits de l'homme. Vous pouvez adhérer au montant que vous souhaitez. Ça s'adapte à vos revenus. Et même si jamais vous voulez donner un petit peu moins que la tranche qui est conseillée, vous pouvez adhérer. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, puisqu'on fait beaucoup d'actions, que ce soit localement, nationalement, un petit peu partout en France. Là, cette année, on va avoir notre festival du film antifasciste, comme tous les ans, depuis de nombreuses années maintenant, qui va se tenir à la fin du printemps, au début de l'été, à Reims. Toutes nos infos seront sur les réseaux sociaux et on fait plein d'autres activités dans les établissements scolaires, que ce soit pour vos petits frères, pour vos enfants. Ils risquent sûrement de nous voir passer au fur et à mesure du trimestre, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Clémentine, ton actualité? Puisqu'on est dans la séquence adhésion, on peut faire aussi, vous pouvez adhérer à l'après. Ouais. Et donc l'association politique que nous avons créée avec mes camarades, en particulier Alexis Corbière, Daniel Simonet, d'autres que vous les connaissez. Purgés. Est-ce que ça s'appelle comme ça? L'association s'appelle Les Purgés? Non, c'est l'association pour une république écologique et sociale. Moins bien. Ouais, Moins bien, mais sérieux. on va suivre ça. D'accord. Voilà, et ici, puisqu'on est à Reims, il y a Lucie qui est là pour ceux qui veulent venir la voir. Et on est partout en France et vous pouvez trouver là aussi notre site internet, l'après, et nous suivre. Noam, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me trouver... C'est ma caméra. On peut me trouver... On peut me trouver sur Instagram, Noam Sasso, NOAM-SINSEAU, mais je suis une star, vous tapez N, vous allez trouver. J'ai mon spectacle que je joue les vendredis à la Nouvelle Scène à 19h30 jusqu'à... À Paris, donc? À Paris. Ouais. Et bientôt partout en France et dans le monde entier, puisque je jouerai à Pau. Merci beaucoup, Noam, d'avoir été avec nous. Merci tout le monde, gardez vos applaudissements. On va remercier toute l'équipe. Alexandre Huez à la réalisation, le monteur Martin Bessin, Stéphane Pruvot, directeur photo, Julien de Cognac, Romain Pierron, chef opérateur, Jimmy Beaufils au mix de son, Charlotte Scus, chef électricien, Georges Elarard, le matériel, la régie d'Executive Event, Emeline Diabdal qui nous a fait un super maquillage, c'est pour ça aussi qu'on est magnifique. Pierre Catan, le producteur exécutif formidable. Valentino Berti, rédaction en chef et dans mon oreillette. Et Tariq Safraoui pour l'ensemble de son œuvre. Merci également à Arnaud et Eline pour leur accueil dans ce lieu magnifique. Merci les amis. Cette émission est en accès libre et elle est possible uniquement grâce aux abonnements. Donc abonnez-vous à Mediapart. Merci beaucoup. Merci à vous.